Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver. Nous allons aujourd'hui répondre à des questions essentielles pour notre avenir. Des questions que d'ailleurs vous me posez très régulièrement, à savoir quid de l'économie mondiale, quelles sont les forces en présence, qui domine l'économie mondiale, où est-ce que la croissance est la plus forte et surtout où allons-nous, qui va dominer le monde demain avec donc cette question entre les États-Unis, la zone euro et donc également nous les Français, les BRICS, le Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, etc., tous les pays émergents au sens large, qui va gagner la guerre économique mondiale. Évidemment, on espère qu'on va éviter la troisième guerre mondiale, qu'on va éviter des dommages collatéraux, des dommages humanitaires, mais il y a bien une guerre économique qui est en train de se jouer aujourd'hui. Donc qui va l'emporter? On va voir ça dans le détail évidemment avec, c'est très important, des graphiques et des tableaux réalisés sans trucage, parce que là il y a beaucoup de polémiques. Non, on va regarder la réalité en face. Comme d'habitude, c'est bien sûr le plus important pour comprendre ce qui est en train de nous arriver et ce qui va nous arriver demain, et puis pour sortir par le haut. Il n'y a pas de pessimisme. Juste quand on regarde la réalité en face, on peut à ce moment-là prendre les bonnes mesures pour affronter cette réalité, être gagnant justement du monde de demain. On terminera bien sûr comme d'habitude avec une bonne nouvelle, et d'ailleurs j'en profite pour vous remercier de votre fidélité, que ce soit en termes d'abonnement tout court ou d'abonnement premium. Donc je vous rappelle la procédure, c'est-à-dire que c'est vrai que beaucoup me posent la question parce que c'est pas forcément facile à voir sur les configuration YouTube, donc il suffit de faire soit souscription, soit rejoindre, et comme ça je vous enverrai directement par mail l'ensemble des slides que vous verrez ici. Vous pourrez les utiliser, c'est extrêmement important justement de les avoir. Là aussi ça répond à une question que vous m'avez donc souvent demandé pour avoir tous ces chiffres, tous ces graphiques, tous ces tableaux. Alors on va commencer tout de suite parce que, évidemment, l'actualité est très riche et puis on a beaucoup de choses à voir, avec donc tout d'abord cet état des lieux, selon les chiffres du FMI, qui sont aujourd'hui les premières économies mondiales quand on regarde la création de richesse, ce qu'on appelle le PIB. Donc là, c'est en milliards de dollars et pour l'instant, ce sont les États-Unis qui restent donc la première puissance mondiale avec donc un PIB de quasiment 27 000 milliards de dollars. Numéro 2, la Chine, 17 700 milliards de dollars. Numéro 3, malgré les 20 pays de la zone euro, nous sommes que numéro 3, j'ai envie de dire, 15 478 milliards de dollars. Ensuite, on retrouve pays par pays, donc l'Allemagne, le Japon, l'Inde, le Royaume-Uni et enfin la France. Nous sommes toujours dans le G7 pour l'instant, évidemment, mais on est talonné par d'autres pays, notamment le Brésil. On voit ici donc l'Italie numéro 8 pour l'instant. Alors il y a un effet change qui joue, qui est favorable, puisque l'euro est resté quand même assez bon donc en 2023. Ensuite, donc le Brésil, Canada, Russie, Mexique, Corée du Sud, Australie et donc Afrique du Sud qui est donc à la 41e place, attention. Donc il y a, pour vous montrer que le dernier des BRICS, entre guillemets, qui est quand même un petit peu éloigné des autres. Et alors la question est de savoir comment ces PIB ont évolué, j'ai envie de dire, dans le temps. Qui était au top dans les années 90, 2000? Et là on va voir qu'il y a évidemment beaucoup de changements. Regardez déjà donc en 1990, on avait toujours à l'époque les États-Unis qui étaient la première puissance mondiale, mais numéro 2 c'était le Japon, numéro 3 c'était l'Allemagne, et donc numéro 4 c'était la France. Vous voyez, nous étions 4e du monde en termes de création de richesse en 1990. On voit ensuite les autres pays. Regardez, la Chine était quand même 11e à l'époque, l'Inde 12e. Si on arrive maintenant en 2000, donc il y a 23 ans finalement, presque 24 bientôt, on a donc les États-Unis, parce qu'on n'a pas encore les chiffres de 2024, évidemment, vu que l'année vient de commencer. États-Unis, donc toujours première puissance mondiale. Ensuite, le Japon, l'Allemagne, Royaume-Uni, qui est passé devant la France dès les années 2000, finalement. Donc la France, 5e, Chine, 6e, Italie, Canada, Mexique, Brésil. Et on voit aujourd'hui donc que ça s'est complètement transformé. Pour l'instant, la France est toujours 7e, mais de justesse, j'ai envie de dire. Alors ça, ce sont les chiffres, on va dire, donc en dollars courants. Ça veut dire les dollars au quotidien, donc qui évoluent évidemment avec le temps, puisqu'il y a une évolution des taux de change. Mais si maintenant on regarde en dollars constants, retraiter des différences de pouvoir d'achat, ça veut dire qu'on va isoler les différences d'inflation entre les différentes zones. Et là, les chiffres sont très différents puisque la première puissance mondiale, et ce d'ailleurs depuis déjà quelques années, c'est effectivement la Chine. Depuis donc 2018, quand on regarde le PIB en parité de pouvoir d'achat, donc la Chine est devant les États-Unis. Vous voyez là, c'est la part dans le PIB mondial. Les Chinois sont quasiment à 19% du PIB mondial. Donc encore une fois, qu'on peut
pour pouvoir comparer les chiffres, on a cette parité de pouvoir d'achat, donc c'est le même PIB. Ensuite, on a les États-Unis, donc vous voyez, qui étaient à 22% donc, du PIB mondial. Maintenant, ils sont autour des 15%. Et la zone euro, qui même, vous voyez, était au début des années 80 à 22% du PIB mondial. Évidemment, elle n'existait pas, mais on rétropole la série. Et aujourd'hui, nous sommes autour des 11% du PIB mondial. Donc on voit bien cette dégringolade, malheureusement, de la zone euro, même des États-Unis et la Chine, évidemment, qui monte. Quant à la France, on était à 4% dans les années 80. On est aujourd'hui à peine 2% du PIB mondial. Donc là, c'est pour les grandes forces en présence. Maintenant, si on compare le fameux G7, ça veut dire l'ancien G7, donc les pays développés, entre guillemets, et parallèlement, la Chine. Donc dans les pays du G7, je vous rappelle que vous avez donc les États-Unis, l'Allemagne, le Japon, le Royaume-Uni, la France, le Canada et l'Italie. Voilà, ce sont les pays du G7. Donc on va comparer ce poids des pays du G7 par rapport aux fameux BRICS. Encore une fois, donc les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Eh bien voilà, dans les années 80, vous voyez que les pays du G7 représentaient 50% du PIB mondial, donc encore une fois en parité de pouvoir d'achat, ça veut dire hors différence d'inflation, alors que les BRICS étaient à peu près 15% du PIB mondial, et depuis, voilà, les deux courbes se sont rejointes, et même, ben voilà, ça s'est inversé, puisque depuis 2020, et là ce sont les chiffres de 2023, la courbe rouge est devant la courbe bleue, donc les BRICS, 5 pays représentent plus de création de richesse que les pays du G7, donc 32,1% pour les BRICS et 29,9% pour les pays du G7. Ce sont des chiffres du FMI, tout à fait donc officiels, tout à fait harmonisés, validés, il n'y a pas de trucage encore une fois. Bon, on espère quand même que le FMI fait des chiffres effectifs, des chiffres réels. Et quand on regarde le détail des BRICS, il faut reconnaître qu'il y a deux pays qui évidemment s'en sortent mieux que les autres, entre guillemets, qui se démarquent. C'est bien sûr la Chine. Regardez bien la Chine aujourd'hui, c'est donc quasiment 19% du PIB mondial, alors que c'était 2% du PIB mondial en 1980. Vous voyez l'effort effectivement de la Chine qui est assez énorme. L'Inde, 7,5% donc du PIB mondial, donc c'est vrai autour des 2%, donc là aussi dans les années 80. Ça monte bien sûr, mais beaucoup moins que la Chine. La Russie, 2,9% du PIB mondial, et donc le Brésil, 2,4% du PIB mondial. Et si on regarde l'Afrique du Sud, on est pour l'instant autour des 0,7% du PIB mondial. Donc l'Afrique du Sud, malheureusement, évidemment, est quand même très décalée. Donc dans les BRICS, c'est surtout effectivement les BRIC, BRIC pour l'instant, qui tirent effectivement cette dynamique mondiale. Et quand on regarde dans le détail des chiffres, l'évolution donc du PIB, de la richesse créée hors inflation, regardez bien ces chiffres complètement fous. Là aussi, chiffre officiel du FMI, de 1980 à 2023, le PIB chinois a augmenté de 3942%, quasiment 4000% de hausse, hors inflation, encore une fois. Donc imaginez, l'Inde 1166%, les États-Unis 202% de hausse, et la France quand même 104%. Bon, c'est à peu près la moitié de ce qu'ont fait les Américains, mais ça augmente heureusement, j'ai envie de dire, mais depuis 80, 100%, c'est pas non plus énorme. Et alors, vous allez me dire, bien sûr, il y a un effet de rattrapage des pays émergents, c'est tout à fait logique, toujours avec la Chine à 1,4 milliard d'habitants, maintenant l'Inde, on a également dépassé les milliards d'habitants, le milliard d'habitants, donc ce qui veut dire que c'est un petit peu logique, on a un effet de rattrapage de ces pays-là, mais néanmoins, ce qu'on observe depuis déjà plusieurs années, et en particulier donc depuis 2020, c'est que les locomotives de la croissance mondiale, ce sont justement les pays émergents. Là, ce sont les chiffres de la croissance, maintenant la variation donc, du PIB de 2023, selon le FMI. Évidemment, quand on parle de croissance du PIB, donc c'est réel, ça veut dire hors inflation, sinon évidemment c'est truqué. Donc pour l'instant, le leader de la croissance mondiale en 2023, c'est l'Inde, 6,7% de croissance. Ensuite la Chine, 5,2%, c'est vrai que la Chine nous avait habitués à des taux de croissance de 7 voire 10%, là, ça ralentit tout à fait logiquement. Les pays émergents au sens large, 4,1% de croissance. Le monde, 3,1%, l'ensemble de la planète. Donc ça veut dire que le monde émergent, évidemment, croît plus que l'ensemble du monde. Ensuite, on a le Brésil, 3,1%, et la Russie, 3%. Donc on voit bien que parmi les BRICS, je dirais les 4 premiers en tout cas, sont dans les leaders de la croissance mondiale. Pour l'instant, c'est que l'Afrique du Sud est largement à la traîne, seulement 0,6% de croissance en 2023. On a ensuite, regardez bien, les États-Unis qui s'accrochent, qui résistent, 2,5% de croissance. Donc l'Espagne, le Japon, et malheureusement ensuite on tombe évidemment avec la France, 0,8%. L'Allemagne, donc une récession, ça c'est pour 2023. Donc on voit bien déjà dans ce monde, on a les pays émergents entre guillemets,
guillemets, qui sont d'ailleurs émergés depuis bien longtemps, mais ça nous réconforte de les appeler émergents, entre guillemets. Nous, par contre, on immerge, vous voyez, c'est-à-dire nous, notamment dans la zone euro ou en France, où là, on a une croissance extrêmement faible. Et si on voit les perspectives de 2024, on les avait évoquées dans la vidéo de la semaine dernière, qui a d'ailleurs très très bien fonctionné, merci là aussi de votre fidélité. Que voit-on? Ce sont donc les indicateurs des directeurs d'achat, donc PMI, indice composite, tout secteur d'activité. Pour l'instant, les leaders, si on reprend les BRICS, ce sont justement l'Inde, donc croissance forte, 61,2, alors que la barre à 50, c'est la frontière entre la croissance et donc la baisse de l'activité. La 61,2, c'est le pays le plus de croissance dans le monde. Numéro 2, on a la Russie, ensuite le Brésil, le Royaume-Uni qui tient la route lui aussi, puis la Chine. Donc vous voyez qu'encore une fois, on retrouve les BRICS, c'est-à-dire sans le S, sans l'Afrique du Sud, mais néanmoins ils sont bien là. Inde, Russie, Brésil, Chine. Les États-Unis aussi résistent pas trop mal, mais on a là aussi donc 52, le monde 51,8. Donc vous voyez que les Américains sont au-dessus donc du reste du monde. Et puis bien sûr, malheureusement, comme d'habitude, la zone euro, l'Allemagne et la France, qui est donc la lanterne rouge de l'économie mondiale si on regarde les indicateurs des directeurs d'achat. Et justement, je vais faire une petite parenthèse, parce qu'il y a des chiffres très importants qui sont sortis en France sur le déficit commercial français. Alors évidemment, il a baissé en 2023, puisqu'on a eu heureusement moins de factures énergétiques, mais tout de même, on a atteint 100 milliards d'euros de déficit commercial. Juste des biens, donc les marchandises qu'on exporte et qu'on importe, on avait eu plus de 160 milliards d'euros de déficit en 2022, et on a encore, vous voyez, 100,9 milliards d'euros de déficit en 2023. Ça, c'est l'état de la France, évidemment. Ce qui est intéressant de voir, c'est que dans le même temps, l'Allemagne, qu'on dépeint surtout, on a vu, il y a une récession, donc c'est vrai que c'est pas génial, mais néanmoins, regardez bien, l'Allemagne a fait un excédent commercial de 209,5 milliards d'euros. C'est assez incroyable, parce que bon, voilà, on peut se dire qu'on peut faire des excédents, encore faut-il évidemment avoir les moyens de les faire, d'avoir la bonne structure, notamment industrielle, et ce qui malheureusement n'est pas le cas en France. Et si on regarde sur longue période, alors attention là, il y a toujours un petit graphique un peu dur à supporter dans mes vidéos, là, le voici, ce graphique un peu dur à supporter, donc âme sensible, préparez-vous, voilà. Donc là on a l'évolution, donc le cumul des soldes commerciaux, entre l'Allemagne et la France. Donc en Allemagne, on n'a eu que des excédents, en France, quasiment que des déficits, donc voilà, c'est pas compliqué. Depuis donc 2000 jusqu'à 2023, on a un cumul des excédents commerciaux allemands de 4145 milliards d'euros, alors que pour la France, on a un cumul de nos déficits de 1178 milliards d'euros. Voilà l'état, malheureusement, cet écart entre la France et l'Allemagne qui est de plus en plus douloureux, de plus en plus dangereux, j'ai envie de dire. Donc bien sûr qu'il faut réindustrialiser, mais ça ne va pas se faire en 5 minutes. Il faut prendre des bonnes mesures, et pour le moment, on ne peut pas dire que les mesures soient là d'un point de vue structurel. Mais ça, on en reparlera. Et d'ailleurs, pour ceux qui me disent à chaque fois, faites des propositions, je vous rappelle que j'ai fait plusieurs vidéos, il y a encore un mois à peu près, sur les mesures à prendre justement pour sauver la France. J'en referai bien entendu sur ce thème. Vous avez également l'ensemble de mes livres, et puis il y a bien sûr plusieurs vidéos sur ces thèmes-là, donc de comment on fait pour sauver la France. On peut encore le faire, mais il faut prendre les bonnes mesures. Je referai encore une vidéo très bientôt sur ce thème. Alors, dans le même temps, si on regarde la Chine, ben là évidemment on a des excédents encore plus énormes, bien entendu, puisque vous voyez que l'année dernière, malgré une petite baisse de l'excédent global, donc annuel, on a eu 860 milliards de dollars d'excédent donc de la Chine, ce qui est quand même pas mal pour un pays qui souffre, entre guillemets. Alors c'est qu'ils ont un petit peu moins importé, mais néanmoins ils exportent toujours. Et donc ça c'est le problème, c'est que ces pays-là, finalement, ils ont une dynamique de commerce extérieur qui est là, notamment effectivement la Chine, donc qui leur donne des réserves de change et donc qui leur donne un pouvoir sur le reste du monde, notamment parce que nous, les pays entre guillemets riches, nous sommes surendettés. Et là aussi, si on compare les forces en présence entre les BRICS et puis les pays du G7 notamment sur la dette publique, mais malheureusement, on va se rendre compte que là où il y a le plus de dette publique par rapport au PIB, c'est chez nous, évidemment. Alors bien sûr, on a le Japon, numéro 1, 255,2% de son PIB, c'est de la dette publique. La différence, c'est que 99% de cette dette est détenue par des Japonais, donc les Japonais n'ont pas besoin du reste du monde, donc ils peuvent, entre guillemets, s'y adapter. On a bien sûr ensuite la Grèce, l'Italie, États-Unis, donc un peu moins de 123% du PIB, et puis la France, quasiment 112% de dette publique par rapport à notre PIB, donc c'est quand même pas mal. Et on retrouve bien sûr Portugal, Espagne, Canada, on est remonté au-dessus des 100%, la Belgique, le Royaume-Uni, 104%, la zone euro, donc 90%, et puis après, voilà, les BRICS sont un petit peu plus loin. Vous voyez, on a donc le Brésil, 88% de dette publique, la Chine, 82,9%, ça a augmenté avec le temps, mais néanmoins, ça reste quand même très très loin de ce qui se passe chez nous. L'Inde également 82%, l'Afrique du Sud, 73%. Bon, l'Allemagne, c'est le bon élève évidemment des pays développés, avec
avec les Pays-Bas, vous voyez, on est à 64, 45%, et la Russie, qui n'a quasiment pas de dette publique, 21,2% de son PIB, donc ce qui lui donne évidemment les moyens de pouvoir relancer la machine en cas de coup dur dans les prochaines années, donc en espérant évidemment que la guerre avec l'Ukraine va s'arrêter, mais néanmoins, là aussi, attention, on a des pays émergents, entre guillemets, des BRICS, qui justement ont les moyens de relancer la machine parce qu'ils ont moins de dette publique, et c'est ça qui est dangereux, parce que comme nous on est surendettés, on va avoir besoin de ces flux d'investissement pour nous aider. Je vous rappelle que 52% de la dette publique française est détenue par des étrangers. Donc on a besoin évidemment de ces étrangers, et notamment les pays émergents, notamment la Chine, l'Inde, pour soutenir et pour acheter notre dette. Et ça, c'est effectivement particulièrement dangereux parce qu'on devient dépendant de ces pays-là. Pour l'instant, ça résiste notamment au niveau américain, on verra tout à l'heure pourquoi, mais néanmoins, c'est vrai que on peut se dire, alors pourquoi les BRICS ne sont pas déjà les maîtres du monde ? C'est parce que, justement, ce sont encore, malgré tout, des pays émergents, et notamment en termes de PIB par habitant. Ça, c'est très intéressant, puisque là, c'est, entre guillemets, l'image de l'état de la richesse d'un pays par habitant. C'est-à-dire, en gros, on voit quel est le niveau de vie, finalement. Donc, c'est vrai que c'est qu'une moyenne, mais néanmoins, on se rend compte que les pays émergents, les fameux BRICS, sont encore très, très loin du compte, et donc n'ont pas les moyens de complètement concurrencer les pays du G7, les pays développés. Donc, voilà. Alors, rapidement, on ne va pas rentrer dans le détail, vous aurez les chiffres, bien sûr, tranquillement. Donc, le numéro 1, c'est toujours le Luxembourg. On sait pourquoi. Évidemment, c'est un micro-État, les avantages fiscaux, etc., qu'on connaît. Numéro 2, c'est l'Irlande. Là aussi, avantages fiscaux assez formidables. Troisième pays, c'est la Suisse. Après, évidemment, on ne va pas tous les voir, donc on monte aux États-Unis, qui reste quand même 7e mondial en termes de PIB par habitant. C'est pas mal. Puis la Belgique, le Canada, l'Allemagne, le Royaume-Uni. Vous allez me dire, où est la France ? Voilà, nous avons encore perdu une place. Donc l'année dernière, en 2023, parce que nous sommes 25e mondiaux en termes de PIB par habitant. C'est pas glorieux, surtout quand on va voir tout à l'heure la différence avec les années 90 ou même 2000. Donc le Japon également est 34e, la Russie 72e, donc ils sont quand même loin en termes de PIB par habitant, la Chine 75e, le Brésil 82e du monde, vous voyez que sur 190 pays au total, bon c'est quand même loin, donc ils n'ont pas encore les moyens, encore une fois, d'avoir une économie solide, notamment une classe moyenne solide, pour pouvoir justement nous concurrencer complètement. Afrique du Sud, 102e, l'Inde, 140e. Vous voyez que l'Inde connaît une croissance forte, elle en a besoin pour justement essayer de réduire les inégalités et réduire ce positionnement, améliorer leur positionnement. Et enfin, donc, le dernier pays, c'est le Burundi, 190e mondial, avec 246 $ donc, par habitant, par an. Évidemment, c'est particulièrement faible, bien entendu. Donc tout ça pour dire que, vous voyez que les pays émergents, c'est ce qui les empêche, les BRICS, c'est ce qui les empêche justement de nous dépasser. Alors, pour information, on va regarder quand même l'évolution de ce classement par rapport aux années 90. Et là aussi, c'est un peu triste pour nous, notamment évidemment les Français. Donc là, on a le classement en 90, donc c'est la première colonne. La deuxième colonne, c'est le classement qu'on vient de voir, donc en 2023. Donc vous voyez qu'en 90, la Suisse était première, bon maintenant elle est deuxième. Au Luxembourg, vous voyez, ils alternent entre la Suisse et le Luxembourg. Le Japon, quand même, vous voyez, qui a quand même bien baissé, parce qu'il était 8e, maintenant il est 34e. États-Unis, ils étaient 10e, ils se sont même améliorés, c'est incroyable. Mais surtout, regardez, le plus triste, c'est la France. Nous étions 11e en 1990 en termes de PIB par habitant au niveau mondial, 11e du monde, et on est maintenant donc 25e. Évidemment, ça fait de la peine. Donc on voit que beaucoup de pays, évidemment, ont été dégradés, même l'Allemagne, bien entendu, mais la France, c'est quand même une très forte dégradation. Donc on a perdu 14 places, c'est quand même assez incroyable. Et regardez, à contrario, l'Irlande, qui était 23e, maintenant, évidemment, elle est 2e. Donc vous voyez que, bien sûr, ils ont fait du dumping fiscal, mais néanmoins, ils ont su justement moderniser également leur économie. Alors regardez, l'Afrique du Sud qui était 52e, maintenant ils sont 102e. Aussi, ils ont souffert. Le Brésil également, vous voyez que ça montre évidemment qu'il y a encore de la marge, entre guillemets, pour se développer. La Russie, qui était 130e, eux, gagnaient quelques places. Évidemment, en 90, c'était la fin de l'URSS, donc bien entendu, c'était pas l'euphorie, comme vous le savez. Je sais que certains veulent revenir à l'URSS, mais on voit que ce que ça a coûté. L'Inde, 135e, 140e, ça n'a quasiment pas bougé. La Chine, par contre, qui était 138e, et maintenant, donc, 75e, donc elle a gagné quand même pas mal de parts de marché. Et à l'époque, le dernier, donc sur 150 pays, il n'y avait que 150 pays qui étaient mesurés à l'époque par le FMI, donc c'était le Soudan, qui est maintenant donc
donc 186e sur 190, donc il est resté évidemment dans les derniers. Donc ça c'est un premier point de difficulté pour les BRICS qui les empêche justement de complètement nous concurrencer, parce qu'ils ne pourront pas justement notamment avoir une devise forte, sinon ils vont casser la dynamique intérieure et à ce moment-là ils vont augmenter leur pauvreté, donc ça ne sera pas la solution. Donc ça c'est ce qui permet pour l'instant aux pays du G7 notamment de rester entre guillemets les maîtres du monde, même si en termes de PIB global nous sommes derrière les BRICS. Deuxième élément déterminant, c'est bien sûr la recherche-développement. C'est-à-dire que ce qui va nous permettre à nous, les pays développés, entre guillemets, de tenir la corde, entre guillemets, de tenir la route, c'est de faire de l'innovation. C'est-à-dire que plutôt que de faire de la décroissance, comme certains le préconisent, le seul moyen de faire de la croissance infinie dans un monde fini, c'est en optimisant l'existant au travers du progrès technologique, donc de l'innovation. Et là, c'est également très intéressant, puisqu'on voit que finalement, les pays, entre guillemets, riches, ont toujours compris qu'il fallait développer cette innovation. Et donc, notamment les Américains, vous voyez, c'était 2,5% de leur PIB en 90, c'est maintenant 3,5%. Donc ils ont continué leurs efforts. C'est ça qui leur permet de résister. On l'a vu sur les GAFAM, on le voit maintenant sur l'intelligence artificielle. Les Américains ont énormément investi dans l'innovation. On a ensuite le Japon qui résiste justement grâce à cela, parce qu'il consacre encore beaucoup de son PIB à l'innovation. L'Allemagne également 3,1%. Les Anglais, vous voyez que c'était seulement 1,9, ils sont montés à 2,9. Par contre, nous, on était à 2, on est resté à 2,2. Et le problème, c'est que c'est juste un ratio. Et comme le disait le général de Gaulle en son temps, des chercheurs qui cherchent, on en trouve, des chercheurs qui trouvent, on en cherche. C'est-à-dire tout le problème, c'est bien beau de faire de la recherche, il faut de temps en temps avoir de la recherche appliquée justement au concret. Et ça, c'est vrai que malheureusement, trop souvent, la recherche française fondamentale est formidable, c'est très bien, une des meilleures du monde, mais lorsqu'il s'agit de l'appliquer à la réalité, là c'est plus compliqué. Et voilà pourquoi il n'y a pas de GAFAM française, par exemple. Voilà pourquoi la voiture électrique à la base, dans les années 80, on avait les brevets en France, mais c'est Tesla et autres qui l'ont fait, ou Toyota avec la voiture hybride, et ce ne sont pas les Français qui ont mené justement cette révolution technologique, et ça c'est évidemment bien dommage. Alors après, justement, on passe aux 5 autres pays, les fameux BRICS, et là on voit qu'un pays a très bien compris, c'est évidemment la Chine. Vous voyez, c'était 0,3% de son PIB de R&D en 90, c'est maintenant 2,4%. Donc c'est ça qui aujourd'hui permet donc à la Chine finalement de tenir le haut du pavé, et ça c'est très dangereux, parce que si justement ils ont également l'innovation, qu'est-ce qui va nous rester? Vous voyez, si ils ont une main-d'œuvre peu chère, une économie dynamique et en plus l'innovation, ça c'est particulièrement dangereux, mais tant mieux pour eux, entre guillemets. Si on voit les autres pays, donc les autres BRICS, donc le Brésil 1,2%, la Russie 1,1%, vous voyez, ça a même baissé par rapport à 90, ces chiffres de la Banque mondiale, encore une fois, et de l'OCDE. L'Inde, bon, ça bouge quasiment pas à 0,7%, l'Afrique du Sud 0,6%. Donc là, c'est évidemment insuffisant, les efforts de R&D pour ces pays-là sont insuffisants. C'est ce qui aussi les blocs ne leur permet pas encore de complètement nous concurrencer. Donc à part la Chine, qui aujourd'hui est devenue par exemple dans la R&D, dans les énergies renouvelables, c'est le premier pays mondial qui investit le plus en innovation dans les énergies renouvelables. Donc ça c'est évidemment pour l'avenir, et ça c'est dangereux par rapport à notre, je dirais, indépendance au niveau économique et également au niveau technologique. Alors, il y a un dernier point qui permet notamment aux États-Unis de résister malgré le poids des BRICS, notamment de la Chine, eh bien c'est le dollar. C'est-à-dire que qu'est-ce qui sauve les États-Unis? C'est que le dollar reste évidemment la réserve de change mondiale, reste la monnaie mondiale. Regardez bien, à peu près entre 62 et 65% des réserves de change sont en dollars, contre seulement 20% pour l'euro. Donc l'euro, malheureusement, a été incapable, ça a été un échec en termes de concurrence du dollar. On n'a pas réussi à le concurrencer, parce que justement on a trop peu de croissance, trop peu de dynamisme économique. On est très bon pour les grands discours, pour mettre des normes, des contraintes, pour faire de la croissance et remplacer le dollar. Malheureusement, on n'a pas réussi. Et parallèlement, 50% des transactions dans le monde sont aujourd'hui en dollars, alors que le commerce américain, ce n'est que 11% du commerce mondial. Donc voilà pourquoi les États-Unis restent la première puissance, quoi qu'il arrive, j'ai envie de dire, malgré la montée de la Chine. C'est ce qui permet aux États-Unis de digérer tous ces égarements, entre guillemets, tous ces dérapages, que ce soit en termes de déficit public. On n'arrête pas de faire déficit chaque année. Regardez, depuis 2009, 1360 milliards de dollars, 7,4% en moyenne chaque année de déficit public. C'est évidemment énorme, c'est pire que nous les Français, bien entendu. Une dette publique, plus de 34 000 milliards de dollars, quasiment 123% du PIB. Évidemment, une dette totale de 400% du PIB avec la dette privée. La balance courante également déficitaire d'un point de vue structurel. Donc,
Qu'est-ce qui permet malgré cela aux États-Unis de rester les leaders? C'est que parce qu'ils ont toujours effectivement le dollar qui est la réserve de change mondiale. Alors les Chinois ont envie bien entendu de concurrencer le dollar, ils y arriveront un jour certainement, mais ils ne feront pas l'erreur des Japonais des années 80-90, où justement ils voulaient concurrencer le dollar trop rapidement, ils ont apprécié le yen et évidemment ils se sont effondrés ensuite. Donc là pour l'instant les Chinois ont bien compris qu'ils n'étaient pas encore prêts et d'ailleurs ils utilisent le yuan, leur devise, comme une arme de politique économique. Donc là on voit bien c'est le yuan contre le dollar, donc il s'était beaucoup apprécié effectivement dans les années 2012-2015, après il s'est déprécié, aujourd'hui vous voyez on est même tombé un plus bas depuis 2007-2008. Donc ça veut bien dire que, même si ça remonte un petit peu sur la fin de période, les Chinois utilisent le yuan comme une arme de politique économique, et donc ils ne peuvent pas avoir un yuan trop fort. Et donc, s'ils veulent concurrencer le dollar, il leur faut un yuan plus fort. Donc ce qu'ils ne peuvent pas pour l'instant, surtout qu'ils ont des difficultés économiques, et là aussi ça les freine. Donc voilà pourquoi les États-Unis restent malgré tout la première puissance mondiale. Alors par contre, le jour où le yuan pourra concurrencer le dollar, ou un panier de biens, de devises qui pourrait concurrencer le dollar, alors c'est pas pour tout de suite, je pense dans 10-15 ans peut-être, alors là, ce sera une crise sans précédent. Mais bon, chaque crise en son temps. On va déjà terminer celle-ci, ça sera pour le futur, donc dans 10-15 ans. Mais là, évidemment, il y aura une déflagration mondiale, ce sera une crise dramatique, notamment pour les États-Unis et pour l'ensemble, évidemment, du monde développé. Donc ça, on n'est pas encore prêt, c'est pas pour tout de suite, mais les pays émergents, justement, entre guillemets, notamment la Chine, s'y préparent doucement, doucement. Ils ont le temps. Donc voilà pourquoi, effectivement, pour l'instant, la Chine est la première puissance mondiale en parité de pouvoir d'achat, mais elle n'a pas les moyens de complètement concurrencer les États-Unis parce qu'elle ne peut pas remplacer le dollar par le yuan. Voilà la clé, effectivement, de notre avenir. Et néanmoins, on va avoir toujours des soubresauts très importants. C'est pourquoi l'or va rester toujours très cher. On est toujours au-dessus des 2000 $ l'once. En euros, autour des 1870 € donc l'once. Donc, ça veut dire que ça va rester cher. L'or va rester sur des niveaux élevés parce qu'il y a beaucoup de tensions. Et donc de tensions entre les pays, les BRICS notamment, les pays émergents au sens large, et également les pays du G7. Donc, il faudra rester là aussi prudent. Donc, l'or, c'est toujours notre poire pour la soif qui doit rester avec nous. Je termine bien sûr par la bonne nouvelle entre guillemets de la semaine, qui est assez incroyable, c'est la flambée boursière. Évidemment, notamment donc, le Standard & Poor's 500 qui a battu un nouveau record, on a dépassé les 5000 points, c'est donc une frontière psychologique incroyable. Vous voyez, on le voit depuis 2018, il y a eu des cracks en 2018, le Corona, le crack de 2022, puis bien entendu, on avait eu la bulle de la planche à billets, donc là une nouvelle bulle qui se forme. Jusqu'où va-t-elle aller? Ça, on va pas trop le dire, c'est le principe des bulles justement, mais il y aura forcément un ajustement assez rapidement. Voilà donc ce qu'on pouvait dire aujourd'hui, donc une vidéo pour expliquer un petit peu ce qui est en train de nous arriver, ce qui va nous arriver. J'espère qu'elle vous a plu. Merci pour votre fidélité. Continuez donc à nous suivre, à mettre des pouces vers le haut, à vous abonner, à liker. Et je vous annonce d'ores et déjà qu'on fera donc une première vidéo, vous savez, en direct, en live, pour les abonnés premium, vers le 10 mars. C'est la date exacte, 10-11 mars. Je vous donnerai les détails très bientôt. Donc voilà pour les abonnés premium. Merci encore à toutes et à tous pour votre fidélité. Portez-vous bien et à très bientôt.